Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez à 11 h en direct sur la chaîne Bismart. C'est l'émission qui est consacrée au monde de l'innovation et des enjeux du numérique. Alors parmi ces enjeux, il y a une gestion de l'eau qui devient urgente avec un appel à l'innovation qui a été lancé par la filière hydrique, mais également les entreprises grandes consommatrices d'eau et les collectivités territoriales. J'aurai avec moi pour l'interview en visio l'une des startups qui a répondu à cet appel. Ce sera donc dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va écouter les voix de femmes engagées sur les sujets d'avenir et surtout se poser la question de leur implication dans la construction du monde de demain. En ce moment même se tient un événement, il s'appelle le Women's Forum for Economy and Society. On en discutera donc dans le Tech Talk du jour. Et puis on retrouvera là aussi une autre femme, une femme inspirante. Ce sera notre séquence portrait. On parlera d'Emmanuel Larocque qui a lancé il y a 10 ans Social Builder, devenu un des acteurs incontournables dans la formation des femmes au numérique. Et enfin, on conclura Smart Tech avec une innovation à la promesse assez contre-intuitive. Demain, si l'on transformait les rayons du soleil pour obtenir de nouvelles sources de fraîcheur. Mais tout de suite donc, c'est l'interview Innover d'urgence dans la gestion de l'eau. Le changement climatique, la surexploitation, la dégradation des ressources ont pour conséquence de rendre l'accès à l'eau de plus en plus contrainte, mais aussi coûteuse. Et on a des industriels donc de cette filière hydrique, des entreprises grandes consommatrices d'eau, ainsi que des collectivités territoriales qui ont lancé un appel à l'innovation. Et donc demain, jeudi 18 novembre, à Limoges, à l'occasion d'une journée de rencontre Water Management, des startups de la France entière vont venir proposer des innovations pour répondre à ces besoins. Et nous sommes connectés avec l'une d'entre elles. Bonjour Stéphane Gilbert. Bonjour. Vous êtes ingénieur en traitement des eaux et environnement, fondateur d'un bureau d'études en gestion des ressources en eau et donc le président fondateur de Aquasec, qui est donc cette start-up, société de services en efficacité hydrique. Vous accompagnez déjà, vous, les industriels dans la gestion de leurs ressources en eau. Je voulais qu'on commence par décrire précisément quels étaient leurs besoins spécifiques. On va dire que leurs besoins spécifiques, ils sont liés finalement à deux grands domaines. Soit leur approvisionnement, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de quantité d'eau pour faire fonctionner, et cet approvisionnement peut avoir des aléas différents, des problématiques de qualité, ou alors effectivement, souvent dans la deuxième partie du cycle de l'eau, c'est la partie aval, la gestion aval qui peut avoir un certain nombre d'enjeux, notamment sur la qualité des effluents rejetés vers des utilisateurs tiers, que ce soit des stations d'épuration ou le milieu naturel. Donc les industriels ont de multiples besoins parce que l'eau, elle est partout dans leur usine, avant l'usine, après l'usine, au cœur même de l'usine, pour laver, rincer, cuire, chauffer, refroidir. Et donc l'eau est vraiment le fluide essentiel au fonctionnement des usines. Et donc ils ont un certain nombre d'enjeux, encore une fois, en général, soit plutôt sur les approvisionnements, soit plutôt sur les rejets, parfois les deux en même temps. Et pourquoi on a besoin d'innovation, c'est-à-dire de nouvelles solutions, de nouveaux outils technologiques pour répondre à ces besoins ? En fait, parce que pendant très longtemps, on a considéré que l'eau, c'était pas cher. Et c'est tout à fait exact que dans un compte de résultat d'un industriel, le coût d'accès à l'eau, le coût de mètre cube qu'on va lui facturer est relativement peu cher et abordable, notamment en France. Du coup, c'est une ressource qui coûte pas cher, donc on ne fait pas forcément très attention. Bien sûr, les choses évoluent, le coût de l'eau augmente, s'ajoute à cela un certain nombre de contraintes réglementaires supplémentaires qui font que l'eau devient un enjeu. Et concernant le coût de l'eau, en fait, encore une fois, l'eau étant partout pour laver, pour cuire, chauffer, refroidir, en fait, il existe un coût industriel de l'eau, au-delà de son coût d'accès, qui là, pour le coup, est beaucoup plus important et qui aujourd'hui a été identifié par les industriels comme des leviers d'amélioration de la performance industrielle et environnementale, en fait. La vision du coût de l'eau, c'est pas cher parce que son coût d'accès n'est pas cher. C'était vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, le coût de l'eau, c'est-à-dire le coût environnemental industriel de l'eau lié à ses multiples applications, on se rend compte que l'eau, en fait, est une ressource qui coûte assez cher au niveau industriel quand elle n'est pas très bien gérée.
Donc c'est une tension économique plus qu'environnementale aujourd'hui qui lance cet appel à l'innovation. C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Je pense que on constate tous les jours que le monde change, il évolue, les points de vue évoluent, les prises de conscience évoluent, et que encore une fois, il y a de multiples facteurs. Il y a des facteurs économiques de performance, effectivement, purement économiques. Il y a aussi des réelles volontés de groupes industriels à agir de manière, on va dire, plus raisonnable vis-à-vis des ressources. C'est aussi une réalité. Et puis il y a un troisième levier, c'est que en Europe, de plus en plus, la réglementation est vraiment de plus en plus contraignante vis-à-vis de l'accès à l'eau ou de ses rejets, et surtout de l'anticipation d'éventuels conflits d'usage ou de périodes de sécheresse. Et ça, c'est en train de changer aussi la réglementation qui est applicable aux grands sites industriels. Donc, et c'est ces trois leviers qui font les choses en même temps, en fait. Voilà. Et alors, expliquez-nous comment, justement, de nouveaux outils peuvent permettre de répondre à ces nouveaux besoins. Eh ben, en fait, nous, ce que l'on a constaté durant très longtemps, c'est que l'eau, elle est utilisée partout dans l'usine, et l'information est morcelée. Entre l'approvisionnement, le rejet, les utilisations au sein de l'industrie, et chaque système d'approvisionnement, de rejet ou de fonctionnement à l'intérieur du procédé est équipé de son système d'information, et il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges et de croisements de données. L'innovation d'Aqusai porte sur le fait de récupérer l'ensemble de toutes les informations produites par le cycle de l'eau, par une industrie, de son approvisionnement et son rejet, d'en faire ce qu'on appelle un jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on va recréer numériquement l'ensemble du système, et cela va nous permettre d'identifier à la fois les causes racines d'éventuelles problématiques. Ça va permettre aux gens d'économiser du temps, parce que de passer d'un monde où on fait des relèves à la main à une remontée d'informations par IoT, forcément on gagne en productivité. Donc en fait, le fait que pendant assez longtemps l'eau était considérée comme pas chère, elle a été sous-investie. Aujourd'hui, on voit bien une tendance inverse, et forcément la capacité de produire beaucoup d'informations sur les cycles de l'eau, sur les sites industriels, et de savoir les héberger en temps réel et de les interpréter en temps réel, aujourd'hui, ça permet de faire des économies significatives, simplement en regardant la réalité d'une manière différente. Je veux dire, le jour où on a découvert la loupe binoculaire et qu'on a vu les bactéries, on a compris tout un pan de choses, forcément, quand on commence à regarder les choses très précisément en temps réel, on voit tout un tas de choses que l'on ne voyait pas auparavant. Et donc c'est grâce aux sciences et technologies du numérique et la capacité d'héberger et d'analyser beaucoup de données en même temps qui permet d'identifier des axes d'amélioration jusqu'alors non identifiés. Mais alors j'ai envie de vous poser la question de la spécificité, parce que finalement là vous nous parlez d'objets connectés, donc de capteurs, et puis de remontée de données, de gestion de ce big data pour faire de l'analyse et de la prédiction. Mais finalement ces outils sont déjà disponibles depuis des années. Est-ce qu'il y a une spécificité, des choses vraiment particulières qui doivent être développées pour la filière hydrique ? Alors, en fait, là, vous avez raison, ça existe depuis des années et c'est très utilisé dans le management de l'énergie, etc. Donc, forcément, il y a une grosse différence entre l'énergie et l'eau. Et ce qui doit être adapté, c'est que finalement, dans les systèmes de management de l'énergie, on a différentes sources énergétiques, le gaz, l'électricité, la vapeur. On se pose assez peu la question de la qualité de l'énergie, enfin surtout dans les pays industrialisés où la qualité des énergies est excellente. Quand on a des turbo-alternateurs, c'est un peu différent, alors que concernant l'eau, il y a vraiment une dimension supplémentaire qu'il faut intégrer dès le départ, c'est la qualité, parce que la quantité de l'eau et la qualité de l'eau sont les deux réalités sont les deux faces d'une même pièce, je dis souvent, c'est-à-dire que ce sont deux aspects qui sont complètement interconnectés. Et donc oui, il y a un certain nombre de spécificités qu'on a dû mettre en œuvre dans des outils Amazon Web Services pour pouvoir bien intégrer la dualité de l'eau, qui est à la fois un flux physique en tonnes-heure, enfin voilà, une quantité de matière, mais où les impacts qualité sont extrêmement importants sur l'ensemble du système. Donc c'est ça qui fait un peu la spécificité des problématiques d'analyse d'eau en données en très grand nombre, quoi. Et alors, qui sont vos clients aujourd'hui ?
Alors, nos clients, ce sont de très grands groupes industriels pour la plupart, quelques ETI, mais dans la majorité des cas, c'est des majors. Aujourd'hui, Aquacer reçoit des données d'environ 150 usines dans 12 pays et on traite environ 20 millions de données jour sur des cycles de l'eau. Voilà, et nos principaux clients vont être soit des gens de l'agroalimentaire, soit des gens qui font des carburants ou des produits pharmaceutiques. Donc des gens qui possèdent des sites industriels, encore une fois, en règle générale, soit de très grande taille, ayant des besoins en quantité d'eau relativement importants, et donc l'eau est un enjeu en quantité, soit par exemple, l'industrie pharmaceutique va avoir des enjeux qui ne sont pas liés à la quantité, mais bien à la qualité de l'eau pour fabriquer les médicaments, bien entendu. Donc voilà, des groupes pharmaceutiques, des groupes industriels, agroalimentaires et pétrochimiques. Merci beaucoup Stéphane Gilbert pour cet éclairage sur l'innovation au service d'une meilleure gestion de l'eau, une ressource très précieuse. On enchaîne dans Smart Tech avec un talk sur les voix des femmes dans le numérique, mais aussi sur les sujets d'avenir. Alors, c'est ouvert d'ailleurs déjà le 15 novembre et donc en ce moment même se tient le Women's Forum for the Economy and Society. Il fait partie de ces grands événements qui mettent en valeur les voix des femmes engagées sur ces grands sujets d'avenir qui sont à la fois économiques, environnementaux, sociaux, sociétaux au plan mondial. On peut s'interroger pourquoi un événement dédié à cela. Eh bien, peut-être qu'il y a un défaut, en tout cas pas suffisamment d'écoute aujourd'hui, ou de présence ou d'implication visible des femmes sur ces sujets-là. En tout cas, je reçois aujourd'hui deux de ces voix en plateau. Solène Boquillon-Le Goisiou, vous êtes présidente et fondatrice de Soft Kids, qui est une application donc dans les EdTech et qui cultive les soft skills des enfants dès l'âge de 7 ans. Vous êtes également secrétaire générale de Digital Ladies et Alliés. Également à côté de vous, Sandrine Delage, responsable conduite changement et cofondatrice Women Girls in Tech pour BNP Paribas. Vous êtes aussi une blogueuse avec votre fille. On peut vous lire sur Mère et Fille 2.0. Vous rédigez également une newsletter Women in Tech. Et vous êtes cofondatrice du collectif et des événements intergénérationnels multi-entreprises Women et Girls in Tech, qui a été créé en 2019 par BNP Paribas, Simplon et Digital Ladies and Alliés. Donc vous vous connaissez bien, vous êtes très impliqué sur ces sujets de la valorisation des femmes dans l'écosystème notamment numérique. Parce que je posais la question du pourquoi, on va commencer par le contexte concernant ces voix des femmes. Est-ce qu'elles ne sont pas suffisamment nombreuses ou entendues ? Alors sur la tech, qui est quand même un sujet qui, je pense, n'est pas assez dans l'air du temps. Enfin, on en parle, mais pas assez, parce que c'est un sujet de société et un sujet économique. C'est la construction du monde de demain. Voilà, donc, et aujourd'hui, la tech est partout. Or, il n'y a pas assez de femmes. Il y a à peu près 30% de femmes qui travaillent dans la tech, mais que 15% dans la tech dure. Et quand on sait que tout notre quotidien est fait de tech et qu'il y a des algorithmes derrière et donc des biais cognitifs qui peuvent être faits lorsque on va faire les algorithmes, on se dit qu'il faut vraiment beaucoup plus de femmes parce qu'après, on arrive à des problématiques du type une grande banque américaine qui, dans ses algorithmes, pour donner des prêts aux femmes, va moins donner de prêts aux femmes qu'aux hommes parce que les algorithmes n'ont été faits que par des hommes. Ou alors des smartphones qui ne sont pas faits pour les mains des femmes. Donc il y a un vrai sujet puisque la tech est partout. Et si la tech est partout, il faut de la diversité dans les gens qui la font. Sandrine Delage, sur le constat déjà ? Oui, alors juste pour peut-être partager pourquoi il y a si peu de femmes, parce que moi j'ai commencé il y a 30 ans comme informaticienne et il y avait beaucoup plus de femmes. Et en fait, dans les années 90... Vous voulez dire que la situation se dégrade s'est dégradée et c'est d'où mon engagement. J'ai vu le nombre de femmes dans les secteurs IT diminuer d'année en année. Et en fait, parce que dans les années 90, en fait, l'ordinateur individuel est arrivé dans les maisons, dans les foyers. Et c'est le jeune homme qui s'est installé derrière l'écran avec des jeux vidéo, avec une console qui s'appelle, donc je le dis juste, une Game Boy. Voilà. Et donc, il n'a pas de vie sociale
puisqu'il passe son temps sur ces fameux jeux vidéo. Et là, la tech, c'est genré, c'est-à-dire le marketing a repris, et donc dans les publicités... Moi, j'avais une Game Boy à l'époque. D'ailleurs, j'avais pas noté que ça s'appelait Boy. Mais... exactement, sachant qu'il y a presque autant de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo, d'ailleurs. Hein. Donc, en fait, on est dans le mythe totalement avec... Donc, c'est un mythe qui s'est construit, mais qui ne reposait pas forcément sur une réalité. Complètement, et qui a engendré d'autres stéréotypes, c'est-à-dire en fait, et qui ont été défavorables pour les femmes. C'est-à-dire, la tech n'est pas pour les femmes. La tech est pour les jeunes. Donc vous êtes une femme plus âgée, déjà, c'est difficile pour vous. La tech est uniquement pour des personnes qui ont un bac plus 5. La tech est uniquement pour des gens qui sont bons en mathématiques, etc., etc. Donc en fait, il faut déconstruire tous ces stéréotypes qui, en fait, aujourd'hui, pénalisent principalement les femmes, mais j'allais dire les hommes, c'est pour ça que c'est un sujet de société. Aujourd'hui, on ne trouve pas non plus assez d'hommes dans ces métiers. Parce qu'en fait, à chaque fois, on a limité notre univers de pensée sur ce fameux geek qui, en fait, est devenu le seul rôle modèle quasiment de l'univers technologique. Comment on fait pour déconstruire des clichés, alors ? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Nous, au sein des Digital Ladies Analyzed, on a 4 leviers, on va dire. Le premier, c'est l'éducation. Donc, essayer d'avoir la tech vraiment à l'école, qui est donc à faire de l'alculturation. Et on travaille pour ça avec aussi bien des écoles publiques que des privées, et on soutient des initiatives. Il y a tout ce qui concerne la formation. Et dans la formation, c'est pas que la formation à l'école, c'est aussi la reconversion professionnelle des femmes. À tout âge. À tout âge. Après, il y a la visibilité. Donc, rendre visible un maximum les femmes. Et donc, nous, au sein des Digital Ladies Analyzed, on a 300 membres qui sont des femmes et des hommes de la tech, et donc on essaye de flaguer la femme qui fait de la cybersécurité pour pouvoir la mettre en avant. Et quand on nous dit à un événement, désolé, on n'a pas trouvé de femme pour une table ronde, nous on en a toujours une. Donc voilà, c'est pas possible de dire qu'on ne trouve pas puisqu'il y en a. Donc on essaye de les rendre visibles. Et la dernière chose, c'est rendre le secteur attractif. Donc aussi bien en mettant en avant les entreprises qui font des choses intéressantes pour intégrer les femmes dans la tech, parce qu'il faut savoir que non seulement c'est difficile d'avoir des jeunes filles qui vont dans les filières tech et qui après font donc de la tech, mais une fois qu'elles y sont, en moyenne, au bout de 7 ans, elles partent. Ouais. Parce que quand on arrive dans une entreprise et qu'il y a 90% d'hommes, qu'on a l'impression qu'on n'est pas forcément la bienvenue, que les discussions à la machine à café, c'est pas trop les mêmes, eh ben, on n'a pas envie de rester. Donc il y a aussi un problème de rétention. Sur les clichés, toujours, oui. Alors, sur les clichés, vous avez cité le Women's Forum. Donc, je crois vraiment que les événements ou les places où on peut avoir des vraies rencontres, des inspirations, des moments privilégiés, ce sont des moments où on peut avoir un déclic, où on peut réfléchir à son parcours. Et les événements, c'est très émotionnel. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, évidemment, BNP Paribas est partenaire du Women's Forum, mais aussi en réfléchissant sur quels sont les leviers, à la fois mon expérience de l'intergénérationnel avec ma fille il y a quelques années, qui m'a permis de mieux comprendre l'usage des réseaux sociaux, qui m'a permis de comprendre le digital tout simplement, parce que moi j'avais une vision d'informaticienne, donc je numérisais des process et des documents, et elle m'a apporté cette culture que finalement le digital c'est la conversation, c'est l'interaction, c'est la tribu, c'est la communauté. Et en fait, j'ai vraiment changé mes perceptions. Et elle a changé son orientation, scolaire, puisqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait les compétences qu'elle utilisait tous les jours qui pouvaient devenir des compétences professionnelles. Donc d'où cette envie, en plus en collectif, moi je suis très sensible à tout ce qui est les objectifs de développement durable. Le 17e, c'est le partenariat. Et le partenariat, c'est construire ensemble, faire ensemble. Et finalement, ce collectif qu'on a créé d'une grande entreprise, mais avec des associations comme Digital Ladies Analyzed, comme Simplon, mais moi, à titre personnel, ça m'a ouvert sur mes stéréotypes que j'ai comme tout le monde, soyons clairs. Bien Donc, sûr. l'idée, c'est pas du tout de culpabiliser, c'est de se dire que par la diversité des points de vue et par notre
diversité d'actions, mais que l'on fait ensemble, on peut faire bouger les lignes. D'où cet événement, voilà, Women and Girls in Tech, qui s'adresse à 2 générations en même temps, puisqu'on doit vraiment aider les Ça, jeunes c'est filles à important, s'orienter. le transgénérationnel. Ah ouais, c'est essentiel. Parce que quoi, c'est toujours la question du rôle modèle, montrer qu'on a des femmes qui peuvent servir de modèle et embarquer derrière elles une autre génération. Il y a le rôle modèle, mais il y a aussi les parents. Il faut savoir que la plupart du temps, les filles ne font pas de la tech parce que leur mère leur disent non, il vaut mieux pas que tu ailles dans ce secteur, ça va être difficile, etc. Donc avoir un événement où on va regrouper les parents, les enfants et les parents ensemble pour leur montrer des personnes qui réussissent dans la tech, c'est vraiment un secteur d'avenir. Ça va être x4 d'ici 5 ans, le nombre de ça, sur le recrutement, il n'y aura pas de problème, a priori. Et voilà, et en plus, avec des bons salaires. Donc en fait, dire aux parents, voilà, vos enfants vont aller dans une filière avec des bons salaires et avec un secteur d'avenir où il n'y aura pas la crise, c'est quelque chose d'important. Donc voilà pourquoi il faut de l'intergénérationnel. Et puis, il faut avoir les jeunes filles qui puissent parler avec des femmes qui le font. Et quand on a fait le Woogie Tech il y a 1 mois, on a fait interviewer des jeunes filles de Bicomtech, donc qui étaient des lycéennes, ont interviewé des femmes de la tech et donc elles se sont rencontrées et ça a été, on a vu l'alchimie et vraiment à la sortie des entretiens, elles ont toutes dit c'est bon, moi je veux y aller, quoi. Ça a l'air vraiment intéressant. Oui. Est-ce qu'il faut multiplier les visages aussi dans la tech, parce qu'il faut aussi rassurer les parents et les jeunes filles sur le fait qu'il existe des femmes. Donc sur le terrain, concrètement, comme vous, ou moi même d'ailleurs. D'ailleurs, est-ce qu'on peut... Oui, pardon, allez-y. Parler parce que voilà, il y a quelques femmes derrière nous. La plus connue, c'est Ada Lovelace. Il faut savoir que le premier développeur... Alors je le dis exprès au masculin, parce que si je le disais au féminin, on penserait que ça serait la première femme parmi les développeurs. Non, le premier développeur est une femme. Est une femme, et celle qui a rendu justement aussi accessible le langage, parce que évidemment, on associe la tech, vous savez, avec les 0-1, le code binaire, le langage binaire. Donc ça fait comme si c'était mathématique, en fait, la tech. Non, en fait, il y a une femme, Grace Hopper, qui a créé le fameux if, then, else. Elle a créé le langage naturel. Donc pour être dans la tech, il ne faut pas être bon en maths. Il faut savoir juste se dire if, il pleut, then, je prends un parapluie, else, je mets des tongs. Et à partir de là, les algorithmes, c'est juste une succession de if, then, else. Alors bon, il y a eu d'autres langages. Oui, if, then, that. Voilà, mais c'est ça vraiment la base aujourd'hui du code. Et c'est une femme qui, la première, a codé. Donc c'est pas une super héroïne, quoi. C'est ça que vous dites aussi. C'est ça, et ça. Alors ça, c'est un point très important. Et c'est pour ça que dans ces événements, il faut montrer des femmes de la tech d'aujourd'hui, qui il y a 3 ans avaient un peu même honte de dire qu'elles étaient une femme de la tech, parce que c'était tellement difficile pour elles qu'elles disaient « mais non, il n'y a pas de problème, je suis un homme comme un autre ». Aujourd'hui, elles sont prêtes à parler, donc ça c'est vraiment l'avancement, et de montrer que ce sont des femmes, j'allais dire presque ordinaires, mais au sens où elles ont une vie personnelle qu'elles concilient avec leur vie professionnelle, et c'est ces femmes-là qui deviennent extraordinaires en leur donnant une visibilité. Est-ce qu'on peut utiliser un argument économique? Est-ce que la présence de davantage de femmes dans la tech, dans le numérique, peut être aussi un argument économique? Alors oui, de toute façon, toutes les études le montrent. Plus il y a de mixité, plus économiquement, une entreprise va avoir plus de profits. Il y a beaucoup d'études, notamment McKinsey fait une étude tous les ans sur le sujet. Et donc, mixité et diversité. Ouais. Et donc, quand on a de la mixité dans les équipes, on a plus de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va générer une croissance pour tout le monde. Alors, je vous dis ça parce que c'est important peut-être de travailler aussi sur les indicateurs, c'est-à-dire de pouvoir mesurer quelle est réellement la présence des femmes aujourd'hui dans ces filières. Quel est l'impact quand une femme, 2, 3 arrivent dans un conseil d'administration. Est-ce qu'on a aujourd'hui des outils de mesure ? On sait très bien déjà que plus de femmes, je dirais globalement pour la croissance même européenne, ça serait
presque c'est 9 milliards de PIB supplémentaires par an. Et il faut aussi se dire qu'en fait, le nombre de femmes dans les métiers du numérique sont inversement proportionnels dans les pays à l'égalité hommes-femmes dans ces pays. Donc en fait, vous avez énormément de femmes, j'allais dire, dans les pays arabes, vous avez beaucoup de femmes en Inde, parce qu'en fait, il n'y a même pas de sujet. On sait que la croissance, c'est la croissance digitale. Et là, les femmes, en fait, elles ont la possibilité, elles sont souvent en parité dans les études technologiques. Et de la même manière, est-ce que l'on doit prendre des engagements mesurés, mesurables, instaurer des quotas ? Alors, chez BNP Paribas, on a décidé, en tout cas, de s'engager sur un chiffre. Et ça, je pense que c'est vraiment la première chose à faire, c'est donc de s'engager à engager 1000 femmes dans les secteurs IT d'ici 2025. Donc cet objectif mesuré, qui est un objectif, à mon sens, courageux, parce qu'on voit bien qu'il faut aller les chercher une par une, ces femmes, mais ça crée une dynamique globale dans l'entreprise, que ce soit les ressources humaines, au niveau des secteurs IT, des managers, de la communication, de l'influence des événements, et on a cet objectif tous ensemble. Ça, c'est la première étape. Et je te laisserai peut-être parler de la parité, parce que c'est aussi peut-être un sujet... En fait, sans parler forcément de quotas, il est sûr qu'il faut se mettre des objectifs, parce que si tel ou tel service RH, et je le sais bien parce que moi je suis une ancienne DRH à l'international, ne se met pas des objectifs chiffrés, ça n'avance pas. Parce qu'on va au plus simple finalement. On va au plus simple parce qu'on a tendance à recruter des gens qui nous ressemblent, on veut le clone, on veut que ça aille vite, on n'a pas envie de perdre de temps dans le recrutement. Et nous, on a lancé... de la paresse, finalement, le manque de diversité, de mixité. On va au plus simple, en tout cas. et on a lancé il y a 2 ans le Sweet Pledge avec donc Simplon, qui est une école qui aide à la reconversion professionnelle. Donc, c'est pour Sweet Pledge pour Scale Woman in IT. Et on a... l'objectif, c'était d'avoir 100 entreprises qui s'engagent à recruter 1000 femmes. On a à peu près 40 signataires des grands groupes. Et en fait, chaque entreprise est venue en nous disant, voilà, moi, cette année, je m'engage à recruter 7 femmes, 3 femmes, 40 femmes. Et en fait, nous, derrière, on suit ça. Et quand ils nous disent, je ne trouve pas, nous, on leur dit, attendez, là, il y a une promo de Simplon avec 20 filles qui viennent de sortir, donc 20 personnes que vous pouvez recruter. Donc, nous, on va vous aider aussi à trouver ces femmes. Et c'est ce qu'on a fait aussi également avec notre dernier événement, où on a fait des job dating, où toutes les entreprises de notre collectif qui cherchaient des profils IT, on les a mis en relation avec des femmes dans donc l'informatique qui cherchaient des postes. Alors, il y a recruter des femmes, mais il y a aussi permettre de dépasser ce plafond de verre. Là, c'est plus compliqué, j'imagine. A priori, quand même, tout ça fonctionne au mérite dans une entreprise ou à l'envie d'initiative si on veut créer son entreprise. Est-ce qu'on peut agir là-dessus ? Est-ce qu'on a un levier ? Les entreprises, de toute façon, aujourd'hui, s'engagent sur des quotas, malgré tout. Enfin, le quota, je crois que personne n'aime les quotas, soyons clairs, que ce soit ni les hommes ni les femmes, parce que se dire qu'on a été choisi parce qu'il y a un quota, c'est très compliqué. Mais en même temps, c'est presque, je dirais, indispensable, sinon, dans un siècle, on y sera encore. Donc, je pense qu'il y a un consensus sur le fait qu'il faut mettre des quotas. Alors, évidemment, c'est pas du jour au lendemain, il faut se donner des... Mais y compris sur la progression dans l'entreprise, sur la présence au comité... sur les managers, il y a bien sûr il y a bien sûr une attention, je dirais ce qu'on appelle la pipeline, c'est-à-dire que quand les femmes arrivent à un certain poste, qu'elles puissent évoluer jusque, bien sûr, dans les comités de décision. Donc ça, c'est absolument indispensable. Mais il y a aussi un autre quota. Alors, je veux juste en reparler parce que le Women's Forum avait fait une étude très complète avec 27 points. Et je trouvais qu'il y avait un quota intéressant. C'était le quota parmi les membres des jurys, souvent sur la sélection, par exemple, des femmes... la sélection des start-up, tout simplement, la sélection d'intrapreneurs, la sélection dans les écoles, etc. Souvent, les jurys sont majoritairement des hommes. Et donc, je trouve que mettre un quota, c'est peut-être plus une action plus simple, mais quand même, qui permet de sélectionner les femmes et qu'elles soient vraiment prises à leur juste valeur, parce que quand même, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de parité.
Et après, juste pour répondre, je pense qu'on peut vraiment se donner des objectifs à long terme dans les entreprises pour en fait aider les femmes dans leur carrière à arriver à des postes de direction. Moi, je l'ai fait. Moi, j'avais un scope à l'international où j'avais l'Inde, avec un gros centre IT de 3000 personnes. J'avais 60% de femmes. Et en fait, dans les objectifs des managers, il y avait avoir 2 femmes dans votre comité de direction. Et ça fonctionnait. Et donc, on avait vraiment une vue avec, ça c'est de la politique RH pure, mais ce qu'on appelait un plan de succession. Et on savait que cette jeune fille qui était rentrée comme jeune cadre, elle allait pouvoir avoir tel poste dans 4 ans, tel poste dans 8 ans, tel poste dans 10 ans. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, évidemment. Il ne faut pas que ce soit non plus que ça marche à l'envers. Parce que finalement, et au-delà des quotas, est-ce que la solution, c'est pas déjà quand on ouvre les postes aux femmes, eh bien, naturellement, plus de femmes viennent. Parce que là, je vais dévoiler un peu la prochaine grande interview. Ce sera une femme dans la cybersécurité qui embauche énormément de femmes et me dit, moi, je le fais. En fait, c'est tout à fait naturel. Oui. C'est peut-être la première action à engager, déjà recruter 1 ou 2 femmes pour enclencher le mouvement. Oui, déjà, et puis avoir ce suivi quand même d'objectifs au fur et à mesure de la carrière et de l'avancement. Et donc moi qui suis aussi responsable d'un programme d'intrapreneuriat, on sait que les intrapreneurs femmes ont les mêmes difficultés que les entrepreneurs femmes. On avait mis cet indicateur tout simple, c'était que en sortie de l'appel à candidature, j'avais forcément autant de femmes que de femmes qui avaient candidaté. Et du coup, au départ, il y avait 30%, on est passé à 40, 50, on est à 65% de femmes aujourd'hui. Alors on le fait en plus en coalition avec Danone et Engie. Mais le fait d'avoir enclenché cette attention fait qu'il y avait tout simplement des femmes et que ça devenait complètement naturel qu'il y ait des femmes. Merci beaucoup pour vos témoignages. Sandrine Delage, donc responsable conduite changement et cofondatrice Women Girls in Tech chez BNP Paribas, qui d'ailleurs soutient une émission sur la tech présentée par une femme, Smart Tech, et Solène Boquillon-Le Guaziou, qui est présidente fondatrice de Soft Kids et secrétaire générale des Digital Ladies and Allies en anglais. Voilà. Merci. Juste après la pause, eh bien, on va parler d'une autre femme qui nous a beaucoup inspiré. Il s'agit d'Emmanuelle Larocque. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie de l'émission de Smart Tech. On va partir à la découverte d'une start-up qui se propose de transformer le soleil en source de fraîcheur. Une innovation assez contre-intuitive que vous découvrirez à la fin de l'émission. Parce que d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec des portraits de femmes qui nous inspirent. C'est Olivia Strigari qui nous les présente, directrice de la publication et cofondatrice du média Les Informels. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Bon, alors c'est très féminin aujourd'hui Smart Tech. En même temps, c'est pas très compliqué de trouver des femmes dans la tech. De moins en moins en tout cas. Il suffit d'y penser un petit peu. Alors on va parler de l'une d'entre elles, Emmanuelle Larocque, qui est présidente de Social Builder, une association donc, qui propose de booster la formation des femmes au métier du numérique et qui les met aussi en lien avec des entreprises pour le recrutement. Racontez-nous ce qui vous a particulièrement inspiré chez cette femme. Alors déjà, Emmanuelle Larocque est totalement dans l'actualité des semaines, des jours, de ces jours-ci, parce qu'elle a reçu elle et son association ont reçu plusieurs récompenses. Donc, elle est très investie et elle est un peu partout. En fait, elle vient d'être nommée dans le Google Impact Challenge for Women and for Girls. Je vous en parlerai un petit peu plus en avant. Mais je voulais vous retracer un tout petit peu son parcours parce qu'elle a d'abord commencé dans le conseil. En fait, elle a fait ses études à la Neoma Paris Business School et puis à Dauphine où elle s'est spécialisée en sociologie justement de l'innovation. Donc elle avait déjà une volonté d'être dans le numérique, mais elle s'est surtout spécialisée dans les processus de construction de la mixité dans cet univers-là et dans le monde corporate. Et donc son parcours, elle l'a accompagnée à faire du conseil d'abord des premières années de sa carrière, puis elle a géré l'incubateur de son ancienne école, Neoma, où justement elle gérait déjà des transformations qui avaient pour trait le RSE. Mais elle avait toujours un désir de s'investir et de fonder sa boîte. Et le déclic vient d'un séminaire qui l'a mise en confiance vis-à-vis d'elle-même et qui a créé un point de bascule et qui l'a permis de passer à l'acte. Et c'est là que naît Social Builder en 2011.
Donc je l'ai présenté très rapidement, Social Builder. Je pense que Oui. vous allez pouvoir être plus précise que moi. Oui, alors en fait, Social Builder, c'est donc une association, selon la loi de 1901, mais avec à l'intérieur de cette association une société capitalistique qui reverse l'intégralité de ses bénéfices à l'association. Donc c'est un double levier. En fait, cette association a pour l'ambition de mettre à l'égalité au cœur des métiers du numérique à travers la formation des femmes. Des femmes d'un côté, mais aussi de pouvoir et pourvoir les besoins et en compétences numériques des entreprises. En fait, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème, il y a une grande demande de recrutement dans les métiers digitaux, mais peu de candidats et encore moins de candidates en face, puisqu'il y a un manque de formation à la base. Voilà. Et donc, c'est à ce croisement-là que s'insère Social Builders, avec une capacité de travailler en relation avec les entreprises pour comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont les compétences qu'elles vont rechercher. Et de l'autre côté, elle va se mettre en lien avec des femmes, surtout des demandeuses d'emploi, 95%, ce sont des demandeuses d'emploi, qu'elle va informer à toute la palette et toutes les facettes des métiers du numérique à travers un chatbot qui est intégré à leur site internet. Et puis ensuite, selon un parcours qui dure une semaine, qui s'appelle Horizon, et qui va leur permettre en fait de comprendre et de voir où est-ce qu'elles veulent aller et quel type de métier elles veulent développer. Ou bien aussi des entrepreneuses en reconversion qui ont besoin de se former au digital pour du e-commerce, pour tout un tas de métiers qui aujourd'hui ne peuvent pas faire sans. Voilà. Et donc, c'est à ce croisement-là, en fait, que se situe Social Builder, c'est qui crée cet impact qu'elle a envers les entreprises et surtout envers les demandeuses d'emploi. Ouais, des actions très concrètes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur elle, sa personnalité, où elle en est aujourd'hui? Alors, elle, déjà, Social Builder fait ses 10 ans cette année, elle vient de fêter ses 10 ans. Ça veut dire aussi plus de 62 000 femmes formées aux nouveaux métiers du numérique. Donc c'est énorme. Ouais. Emmanuelle, dans l'interview que j'ai faite avec elle, avait vraiment un mot à la bouche, c'est avoir de l'impact. Donc on peut dire aujourd'hui que... C'est une femme engagée. Voilà, une femme très engagée, mais en même temps très pragmatique aussi, qui a bien compris qu'on doit être une association, mais qu'on doit aussi répondre aux besoins des entreprises. Donc en fait, elle va avoir un impact concret dans la réalité, ancré dans la réalité à la fois des entreprises et des salariés, des futurs salariés, et surtout des demandeuses d'emploi. Donc voilà, et en fait aujourd'hui, donc, après 10 ans de vie, elle a surtout de sa société, elle vient d'intégrer l'incubateur de l'ESSEC, qui s'appelle Entrepia, pour justement ce qu'on dit dans le jargon de la tech scaler, donc grandir et surtout s'ouvrir à l'international. Entre-temps, elle a quand même accumulé les distinctions. Elle en a tellement que ça en donne un peu le tournis, mais c'est justifié, vraiment. Elle a d'abord été lauréate du programme Ariane de Rothschild en 2014, de Fulbright en 2018. Elle vient, je vous disais, d'intégrer le programme Google.org Impact Challenge for Women and for Girls. Donc c'est vraiment adapté, on va dire, et qui va lui donner cette dimension internationale qu'elle recherche. Et aussi, elle vient depuis septembre d'être lauréate de la fondation La France s'engage. Enfin, elle est aussi membre de la coalition du Forum pour l'égalité UN Women, donc l'ONU des femmes, et elle va recevoir d'ici la fin de l'année l'Ordre national du mérite. Voilà, et pour clore son actualité très dense, vendredi prochain, elle est à l'honneur d'un workshop, elle est speaker d'un workshop pour le Women's Forum. Et le sujet, évidemment, c'est l'entrepreneuriat féminin n'a pas de frontières. Donc vraiment dans la cible. Et voilà, et on doit dire qu'elle est vraiment de tous les combats lorsqu'il s'agit d'inclure les femmes dans l'univers du travail et notamment dans l'univers et de l'industrie du numérique. Bon, parfait. Excellent choix de portrait aujourd'hui, puisque nous avons traité justement du Women's Forum. On termine ensemble avec le rendez-vous du mois proposé par les informels. Exactement. Le rendez-vous du mois, c'est Femmes Entrepreneuses by Orange. Alors, by Orange, c'est le programme d'accompagnement, c'est un programme d'accompagnement de 9 mois à la carte pour des créatrices d'entreprises. Vous avez du coworking, du coaching, de l'accompagnement aussi pour le développement commercial. Donc, c'est vraiment un programme assez complet. Les inscriptions, c'est pour bientôt, c'est le 26 novembre prochain. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site d'Orange, mais je vous conseille de faire une recherche Google parce qu'il est assez difficile de trouver l'onglet adapté dans le site Orange. Vous l'avez peut-être sur le site Les Informels aussi ? On l'a aussi déjà sur le site Les Informels. Voilà. Une façon de trouver l'information. Merci beaucoup, Exactement. Olivia Strigari, donc directrice de la publication et cofondatrice des Informels. À suivre dans Smart Tech, on va parler de demain. Demain, refroidir grâce au soleil.
Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation avec Cécilia. Bonjour. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous proposer une solution assez étonnante, je disais contre-intuitive même dans le sommaire. Ça consiste à transformer le soleil en source de fraîcheur. Oui, effectivement. Alors, je vous rassure, je n'ai pas perdu la tête. Elle existe, cette solution. Elle vient d'une société, d'une jeune start-up israélienne assez prometteuse qui a développé un matériau nanotechnologique qui est donc capable de transformer effectivement le rayonnement du soleil en source de fraîcheur. En fait, ça va même plus loin. Plus il va faire chaud, plus le soleil va taper, plus l'environnement autour de cette technologie va être refroidi. Et alors, à quoi ressemble le matériau et comment ça fonctionne? Alors c'est un film, hein, comme un film qu'on pourrait coller sur les vitres de la maison ou alors sur le pare-brise. Là, c'est exactement le même principe. On peut le poser partout. On va revenir un petit peu sur ces applications tout à l'heure. Mais en fait, l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle n'utilise aucune autre source d'énergie que le soleil lui-même. Pourquoi ? Parce qu'elle fonctionne grâce aux photons et aux phonons que l'on retrouve à l'intérieur des rayonnements solaires. Et donc, pour que ça fonctionne, ils vont être capturés dans ce dispositif, ils vont être refroidis, puis redistribués, déchargés des atomes de chaleur. Alors concrètement, sur ce film, il y a 4 épaisseurs. Une première qui est le filtre optique qui va laisser passer que certaines ondes lumineuses, celles qui contiennent les photons et les phonons. Et puis ensuite, la couche suivante va interagir avec ce rayonnement pour le refroidir, le décharger de la chaleur. Ensuite, étape suivante, on renvoie la chaleur par là où elle est arrivée et finalement, une couche réflectrice va partager, diffuser ces atomes qui seront donc refroidis. Tout ça, c'est assez étonnant, ça ne mesure qu'un seul millimètre d'épaisseur. Donc ce filtre, il est assez souple, on peut le coller n'importe où. Je l'ai dit, les pare-brises, les vitres, mais aussi repeindre, si j'allais dire repeindre, mais en fait recouvrir un conteneur qui va contenir de la marchandise. Et même, pourquoi pas, les objets électroniques. Sur une coque de téléphone, on pourrait poser ce dispositif, ça éviterait la surchauffe de nos objets électroniques. Et puis imaginez-vous, par exemple, vous êtes en camping l'été prochain, vous êtes dans une tente, c'est le matin, il fait 35 degrés, vous ne pouvez plus dormir parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Ben là, vous gagneriez jusqu'à 15 degrés à l'intérieur de cette tente si elle est revêtie de ce matériau. Et puis, autre exemple très frappant, c'est celui de la voiture. On a tous eu cette expérience, hein, où on rentre dans la voiture, on suffoque parce que, bon, voilà, on ne l'avait pas garée à l'ombre finalement. Donc là, ça va changer énormément de choses. Et puis, au-delà de cet atout de convénience, il y a aussi un intérêt pour la sécurité, particulièrement dans les voitures. Malheureusement, ça existe beaucoup, des accidents avec les enfants. Et là, grâce à ce dispositif, d'après le constructeur, eh bien, si on oublie un enfant à l'arrière de la voiture, en revêtant les sièges arrière de cette voiture, on pourrait faire gagner en espérance de vie à cet enfant 12 heures. En fait, son espérance de vie passerait d'une demi-heure à 12 heures. Donc, il y a un intérêt de sécurité en plus du confort que pourrait apporter cette technologie. Bon, un exemple assez cruel hein, qui a été cruel, mais présenté par son créateur. Ouais. On n'a vraiment plus beaucoup de temps, juste le temps d'annoncer notre rendez-vous demain. Ouais. On a Smart Space sur... On a Smart Space avec Philippe Baptiste qui sera en plateau, le président du CNES. Donc, c'est une grande interview. Nouveau président du CNES dans Smart Space. Ouais. Et eh bien, une championne de la cybersécurité, Elena Poincet, dans la grande interview. On vous dit à demain. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.